Parle-moi de ta mère. Ne dis pas de cochonneries. Prochain effet. Tu es quelqu'un d'autre. Qui? Toi? Je veux pas dire toi, je veux dire moi. J'ai décidé d'abandonner la voie de la pureté et de l'abstinence et de m'attaquer à une théologie plus rationnelle. Ok. À la différence du XIXe siècle, où le décor servait à illustrer le texte, il s'agit plutôt aujourd'hui d'en trouver sa transposition scénique, pour le révéler. À la fin du XIXe siècle, on se rend à l'opéra pour se divertir. On se presse aussi à la comédie française pour y applaudir les monstres sacrés, tout en se rassurant ainsi sur sa position sociale. Cette conception du lieu théâtral comme miroir mondain explique l'architecture de ces salles si particulières, en bonbonnières, compartimentées, où la plupart des spectateurs sont en fin de compte situés les uns en face des autres. Il ne faut pas oublier que l'immense lustre qui est placé au centre de la salle reste allumé d'un bout à l'autre de la représentation. Ce lustre permet de se faire voir des autres spectateurs. Le principe du théâtre à l'italienne repose sur la séparation complète entre la scène et la salle. Il s'agit d'une boîte à illusion optique encastrée dans le cadre rouge et or du manteau d'Arlequin. En fait, les acteurs jouent surtout en avant-scène. Ils bénéficient ainsi de la lumière de la rampe et de l'aide du souffleur qui se tient caché dans sa boîte, car le travail de répétition n'existe pas encore. Ok, voilà. On y pense à ce que ça va être après sa mort. Tu dis un mot ou une phrase. Tu vas me dire que tu n'en sais foutre rien. Et tu auras raison. Dans les mélodrames, la présence des musiciens dans la fosse d'orchestre accentue la séparation entre les acteurs et le public. N'oublions pas que la salle reste éclairée d'un bout à l'autre de la représentation. Pour ramener l'attention du public sur la scène, la claque est disséminée dans toute la salle. Elle réagit aux morceaux de bravoure des monstres sacrés, applaudit leurs grandes tirades et les aide ainsi à passer la rampe. Parlons un peu du décor. Il sert à donner l'illusion de la réalité, il joue du trompe-l'œil. Chaque acte est ponctué par une longue fermeture de rideau, pendant laquelle la machinerie théâtrale rivalise d'ingéniosité. Pendant que le rideau est fermé, les machinistes font descendre du fond une toile peinte. Elle descend lentement des cintres. Sur cette toile figure un paysage avec lignes de fuite donnant l'illusion du lointain. Et puis l'on fait glisser, monter sur des roulettes, des éléments sur châssis, tel un arbre ou encore une maison. On peut faire descendre également des cintres, une découpe qui sera agencée au premier plan.
Dès que le rideau s'entr'ouvre, le public s'émerveille devant le pittoresque du nouveau tableau qui illustre la scène plutôt qu'il ne sert l'action dramatique. Les décorateurs sont de grands techniciens de la peinture qui maîtrisent parfaitement la technique de la perspective, mais ils ne se renouvellent guère, car économie oblige, les mêmes éléments figuratifs sont repris d'un spectacle à l'autre. Alors, dans toute l'Europe, un besoin de renouveau se fait sentir. Les anciens procédés d'illusion ne convainquent plus. Face à l'engouement du public pour le music-hall, le café-concert, le théâtre optique qui annonce l'avènement du cinématographe, la nouvelle génération, dont Auguste Strindberg se fait l'écho, ne veut plus du théâtre comme divertissement mondain. Une autre nouveauté serait l'élimination de la rampe. Cet éclairage par en dessous est censé rendre les acteurs plus gras de visage. Mais pourquoi tous les acteurs devraient-ils être gras de visage? Et si nous échappions aussi à l'orchestre visible avec l'éclat dérangeant de ces lampes? Si nous relevions le parterre de sorte que l'œil du spectateur soit plus haut que le pli du genou de l'acteur? Si nous pouvions évacuer les avant-scènes avec leurs dîneurs et leurs ivrognes hilars? Si, en outre, nous obtenions une obscurité totale dans la salle pendant la représentation? Peut-être un nouvel art dramatique surgirait-il. Voilà. Et coupe tout le reste, hein. Parce que là, on a tout d'allumé, là. C'est 22, 24. On donne ce temps-là à Alain David. Il trébuche sur rien, il n'y a rien, on sait qu'il y arrive, et voilà. Pour comprendre les bases de la scénographie, nous allons remonter du tournant du XXIe siècle à l'aube du XXe siècle et retrouver quelques jalons posés par les pionniers du théâtre moderne au même moment en France et en Europe. Les acteurs à l'époque jouent sur le proscenium, très en avant des toiles de décor. Dès qu'ils s'éloignent trop des feux de la rampe, ils entrent dans la pénombre. Les choses représentées sur les toiles verticales doivent être vues. On éclaire donc des lumières et des ombres peintes. Et c'est de cet éclairage que l'acteur prend ensuite ce qu'il peut. Le principe essentiel de la peinture est de tout réduire sur une surface plane. Comment alors pourrait-elle remplir un espace, la scène, dans ces trois dimensions? Tu peux mettre plus fort, Hugues? Comme ça, je regarde la frise. 70. Ouais, bon bah ça va. Sans souci de résoudre le problème, on a décidé de découper la peinture et de dresser ces découpures sur le plancher de la scène. Cette peinture, qui devait tout représenter, est obligée dès l'abord de renoncer à représenter le sol. Or, c'est justement là qu'évolue l'acteur. Nos metteurs en scène ont oublié l'acteur. Ça n'a aucun sens de prendre un corps humain vivant, une personne qui n'est pas plate, qui n'est pas une image, et de la placer dans un espace qui la refuse, qui la nie. Quand on prend un comédien et qu'on le met dans le théâtre olympique de Palladio à Vicence, qui est un endroit absolument extraordinaire, s'il est tout à fait au premier plan, le décor fonctionne, puisque cette espèce de rue en perspective, qui est un chef-d'œuvre du XVIe siècle, tout à fait impressionnant, tant qu'on est tout à fait devant, ça marche, mais dès qu'on s'engage dans la rue centrale de Thèbes, qui est représentée avec ses maisons en volume construites en fausse perspective, en 2 minutes, l'acteur est refusé, repoussé, puisque en deux pas, il est plus haut que les maisons, par l'effet de la fuite, du point de fuite de la perspective. Alors c'est à la fois intéressant parce que c'est comme une sorte de négation mutuelle. L'acteur détruit le fonctionnement de l'espace détruit la présence de l'acteur. Il s'agit donc à tout prix de fonder la mise en scène sur la présence de l'acteur et pour ce faire, de le débarrasser de tout ce qui est en contradiction avec cette présence.
Est-ce qu'on va tous revoir l'électrique 1, l'électrique 2? On va être obligé de régler au yo-yo.